Bonjour à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode de MetaSelf. Pour ce troisième sujet, du coup, c'est un sujet qui me permet, en gros, de procrastiner sans procrastiner, parce que le sujet que je voulais aborder en troisième, en fait, c'est un gros morceau, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dense, et du coup, pour prendre le temps de faire les choses bien, je préfère repousser ce sujet-là pour plus tard, et traiter un sujet un peu plus léger, si je puis dire, pour cette fois-là. Vous avez été plusieurs à me faire comme retour après l'épisode 2 que ça avait été cool d'avoir des outils qui étaient directement utilisables après l'épisode sur le terrain pour tester ce que ça donne, etc. Donc du coup ça va être un peu le but de cet épisode-là aussi, vous permettre d'avoir un outil qui est simple, qui est pratique et qui pourra vous aider éventuellement à dénouer des tensions et à faciliter votre capacité à agir d'une façon qui sera utile pour vous. Donc le titre de cet épisode, c'est 3 questions au service de la fonctionnalité. Alors, j'ai déjà donné dans l'épisode 2 une définition de ce que j'appelle la fonctionnalité, qui vient de la thérapie ACT, et de son cadre théorique, donc qu'on appelle le contextualisme fonctionnel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 2. Après, c'est pas quelque chose qui va être nécessaire pour comprendre cet épisode-là. C'est vraiment si vous voulez approfondir. L'idée que j'ai eue de parler de ces 3 questions-là, elle me vient à la base d'une vidéo d'Issa Padovani. Je mettrai le lien de sa vidéo en description. Issa Padovani, du coup, c'est la personne qui m'a fait découvrir la CNV, environ en 2015-2016. À l'époque, elle se faisait appeler Isabelle Padovani, elle se genrait au féminin, et du coup aujourd'hui, il se genre au masculin, et il a choisi comme prénom Issa, ce qui signifie Dieu est généreux. À la base, j'ai trouvé ces vidéos vraiment super inspirantes. Ça m'a vraiment aidé à construire ma clinique en tant que psy, en tant que débutant, entre guillemets, dans ce milieu-là. Et j'aimais vraiment aussi sa démarche qui consistait à mettre vraiment gratuitement à disposition en libre accès. Donc ouais, c'est vraiment une mine d'or. Après, les vidéos d'aujourd'hui, c'est un peu plus aléatoire, parce que maintenant, Issa Padovani défend des approches comme l'Access Consciousness, des choses comme ça, qui me font lever un sourcil, on va dire ça comme ça. Je m'y retrouve moins, on va dire. Mais vraiment, les vidéos de l'époque, qui sont toujours sur sa chaîne YouTube, etc., c'est quelque chose qui m'a vraiment nourri, et du coup, si ça vous intéresse d'aller creuser, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos plutôt. La vidéo qu'elle a fait, en tout cas, sur ces 3 questions, elle m'a beaucoup nourri, et du coup, c'est pour ça que je m'en resserre aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, à partir de mon expérience clinique. Ça peut vraiment être utile, je pense, de réactualiser ça, et de le mettre en lien avec ce que j'ai déjà pu dire auparavant dans le podcast, et ce que je m'apprête à dire par la suite aussi. Ça fera un peu un pont. On peut facilement faire un lien d'ailleurs entre ces 3 questions et la CNV, en considérant que c'est un peu une forme condensée, une forme de speed CNV, quelque part, du processus OSBD en CNV, le observation, sentiment, besoin, demande. C'est probablement quelque chose que j'aborderai en détail par la suite, mais pour l'instant ça me paraît pas forcément prioritaire. D'ici là, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir sur internet, vous trouverez très facilement des informations. Faut savoir qu'à la base, comme titre pour cet épisode-là, j'avais pensé l'appeler « L'algorithme de la fonctionnalité », mais j'ai pensé en écrivant le texte, enfin en écrivant le script, que c'était quand même un peu présomptueux de ma part de dire genre voilà, je vais vous confier les secrets de l'univers pour être fonctionnel, alors que ce serait assez loin de mes prétentions. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est surtout que comme d'hab, en fait, je vous partage ce qui, moi, m'est utile personnellement, avec l'idée que ça pourrait aussi servir à d'autres. Donc c'est pas une baguette magique, c'est pas un truc miraculeux, mais c'est un outil que vous pouvez ajouter dans votre boîte à outils, au cas où ça vous est utile, quoi. Donc je vais vous citer d'abord les 3 questions, comme ça vous les avez en tête, et après j'entrerai en détail dans chacune de ces questions. Donc la première question c'est « Qu'est-ce qui est ?» La deuxième question « Qu'est-ce que je veux ?» Et la troisième question « Qu'est-ce que je fais ?» Donc si on part sur la première question, « Qu'est-ce qui est ?» En théorie, cette question c'est un peu la plus complexe des 3. Parce que ça fait un peu des dizaines de milliers d'années que les humains ils s'entretuent, ils se font la guerre, parce que justement ils n'ont pas la même conception de qu'est-ce qui est. Ça fait longtemps qu'on élabore plein de systèmes philosophiques, plein de systèmes spirituels et religieux,
D'ailleurs, parfois en cherchant plus ou moins de bonne foi à les imposer aux autres, à vouloir convertir l'humanité entière à ce qu'on considère être un peu la vérité ultime. Il y a même des gens qui considèrent que la vérité, en fait, elle est inaccessible. Il y a Kant, le philosophe, qui pense que justement, on ne peut jamais savoir ce qui est de façon objective. On a uniquement accès à des choses subjectives, à nos jugements, à nos images mentales, à nos croyances. Mais on n'a jamais accès au réel, en fait, pour Kant. Alors moi, je compte pas aller aussi loin dans l'exploration du sujet, hein. De façon assez pragmatique, on va dire que répondre à la question « qu'est-ce qui est ?», ça consiste simplement à être présent, dans l'ici et maintenant. Ça consiste à faire la distinction entre ce qu'on peut observer sur ce qui est, et les histoires qu'on se raconte sur ce qui est. Un peu comme ce que j'abordais dans l'épisode 1 sur le non-jugement. Il y a un texte de Marshall Rosenberg que je trouve assez clair sur le sujet, que je vais vous lire rapidement. Je peux admettre que tu me dises ce que j'ai fait ou n'ai pas fait, et je peux admettre tes interprétations, mais je t'en prie, ne mélange pas les deux. Si tu veux semer la confusion, voici un bon moyen. Mélange ce que j'ai fait avec tes propres réactions. Dis-moi que tu es déçu en voyant mes diverses tâches inachevées, mais ce n'est pas en me traitant d'irresponsable que tu parviendras à me motiver. Dis-moi que tu te sens blessé lorsque je dis non à tes avances, mais ce n'est pas en me traitant d'homme froid et insensible que tu m'attireras à toi. Oui, je peux admettre que tu me dises ce que j'ai fait ou n'ai pas fait, et je peux admettre tes interprétations, mais je t'en prie, ne mélange pas les deux. Ce qui est intéressant avec cette distinction entre les faits et les interprétations, c'est justement qu'on va pouvoir appréhender une même chose sous différents angles. Si je suis de gauche, je peux constater que Macron, il a supprimé l'impôt sur la fortune, et je vais me raconter que c'est une mauvaise chose, que c'est terrible, parce que du coup les riches vont être encore plus riches. A l'inverse, si je suis un milliardaire, je peux au contraire m'en réjouir, parce que je vais payer moins d'impôts. Donc l'angle de vue et l'interprétation politique de cette décision de Macron, c'est sujet à interprétation, mais malgré ces différents angles, tout le monde est ici d'accord sur le fait que ce qui est, c'est que Macron a supprimé l'ISF en 2017. On est tous d'accord là-dessus. Le truc, c'est que même si on n'est pas d'accord sur l'interprétation qu'on fait d'un événement, parce que peut-être on n'a pas le même point de vue politique, on n'a pas les mêmes intérêts, et malgré tout, on va pouvoir tomber d'accord sur pourquoi on n'est pas d'accord. Parce que justement, notre point de vue, il est subjectif. Et on va pouvoir, du coup, rencontrer la subjectivité de l'autre pour pouvoir se comprendre dans nos différences, en fait. C'est un peu comme si notre point de vue, c'était une paire de lunettes qu'on porte, qui va colorer notre vision du monde, notre manière d'interpréter le monde. Et ce qui est intéressant, quand on a conscience du fait de porter des lunettes, et que les autres portent des lunettes aussi, c'est qu'on va devenir capable d'appréhender le monde en dehors de ce prisme, en dehors de cette paire de lunettes. Par exemple, on va pouvoir porter une autre paire de lunettes, on va essayer les lunettes d'une autre personne, et du coup on va voir ce que ça change à notre vision du monde, d'appréhender le monde avec sa façon à elle de regarder. En gros, ça permet de mieux se comprendre les uns les autres. C'est ce qu'on appelle en CNV la capacité à aller sur la colline de l'autre, c'est-à-dire à mettre en pause sa propre perspective sur le monde pour, pendant un temps, appréhender le monde depuis la perspective de quelqu'un d'autre, et du coup voir ce que ça change avec au moins deux angles différents. Ce qui est intéressant avec cette idée qu'on porte tous des paires de lunettes qui influencent notre vision du monde, qui vont générer des interprétations sur ce monde, ça va nous aider justement à faire la part des choses entre les données brutes, entre guillemets objectives, et leur interprétation subjective par les personnes, qui que ce soit nous, nos proches, des influenceurs, des autorités, comme un prof, ou même des scientifiques et des chercheurs. Parce que malgré la formation académique, malgré le formatage universitaire, les chercheurs, ça reste avant tout des humains, avec une histoire de vie, des émotions, des biais, qui vont justement influencer leur interprétation des choses, pour le meilleur et pour le pire. En fait, comme le disent certains philosophes, c'est pas du tout certain qu'on puisse vraiment atteindre l'objectivité pure, qu'on puisse être dénué de biais de raisonnement, etc., qu'on puisse par exemple dissocier la politique et la science. Même si on peut mettre en place des choses pour y tendre autant que possible. Plutôt que de croire qu'on est un être pur, parfaitement rationnel et dénué de toute influence, au contraire, la première chose à faire quand on veut répondre à la question « qu'est-ce qui est ?»,
c'est justement d'apprendre à se connaître dans son fonctionnement, dans ses propres biais, comprendre qu'est-ce qui nous arrange de croire ou de ne pas croire, et du coup, ça va permettre de développer l'art de penser contre soi-même. Et c'est ça qui va permettre de développer une pensée rationnelle. C'est par exemple ce que faisait Socrate avec son daimon, c'est ce que met en valeur Julia Galef dans son TED où elle parle de Darwin, de Elon Musk, etc. Et ce qui est fascinant, à en croire ce que dit Julia Galef, c'est que c'est même pas lié au QI en fait, la capacité à être rationnel. La capacité à être rationnel, c'est la capacité à s'intéresser aux faits, même si ces faits ne nous arrangent pas, même s'ils vont contre notre désir. Parce que le cerveau, il est paresseux, le cerveau, il aime bien le confort. Et du coup, quand on lit quelque chose qui nous arrange, quelque chose qui confirme ce qu'on savait déjà, et bah ça génère du plaisir en fait, ça génère de la dopamine, parce que on n'a pas à réfléchir, on a juste à continuer à croire ce qu'on croyait déjà. Et du coup, le cerveau, il a un biais qui consiste généralement à ce qu'on accorde davantage de crédit à ce qui va dans notre sens, plutôt qu'à ce qui va contre notre point de vue. Et donc c'est une vraie hygiène mentale que d'apprendre à identifier ce qui nous arrange, que d'apprendre à identifier les moments comme ça où on se laisse aller à considérer quelque chose comme vrai, juste parce qu'on a envie d'y croire en fait, même si au fond on n'en sait rien, ou même qu'on a des bonnes raisons d'en douter. Donc cette capacité à identifier les émotions et les biais, etc., qui vont influencer les histoires qu'on se raconte, et ben c'est avant tout un truc intéressant à appliquer sur soi-même, avant de chercher à identifier et connaître les biais de raisonnement des autres. Parce que je vous vois venir d'ici. C'est toujours plus facile d'observer les dysfonctionnements de la pensée des autres plutôt que la sienne, parce que justement on est la tête dans le guidon. En fait, c'est un piège hyper classique dans lequel je pense qu'on tombe tous plus ou moins, c'est-à-dire que dès qu'on a un nouvel outil pour penser, on va d'abord l'appliquer à ce qu'on a sous les yeux, avant de finir par comprendre que c'est encore plus intéressant et utile de l'utiliser avant tout sur soi. Donc la question « qu'est-ce qui est ?», en fait ça signifie « quel est ici et maintenant le champ des possibles au sein duquel je suis en train d'évoluer ? Quel est le contexte dans lequel je suis en train d'évoluer ? Sachant que je fais partie du contexte. Mes émotions, mes pensées, etc. font partie du contexte dans lequel je suis. Et aussi, la question qu'on peut se poser, c'est, ici et maintenant, quelles sont mes ressources en termes de temps, d'énergie, d'argent, de compétences, etc. En fait, on pourrait citer la fameuse prière de la sérénité, qui consiste en gros à déterminer, premièrement, où est-ce que j'ai de la puissance pour agir, qu'est-ce qui dépend de moi, pour mettre ça en perspective avec, au contraire, les choses vis-à-vis de quoi je me sens impuissant, les choses avec lesquelles je dois malgré tout composer. Distinguer les deux, distinguer là où j'ai de la puissance et là où je suis impuissant, ça me permettra d'avoir un peu de clarté sur où est-ce que ce sera constructif que je mette mon énergie. D'ailleurs, on peut faire carrément un tableau à remplir, avec une colonne à gauche comme ça, avec là où je peux agir, et une colonne à droite, là où il y a des choses qui dépendent pas de moi, où je suis impuissant, ce qui permettra justement de pouvoir remplir ces deux sections et clarifier où est-ce que je peux mettre mon énergie. Dans le même genre, il y a un psychologue du développement, qui est assez controversé aujourd'hui, mais que j'avais bien aimé à l'époque où je l'avais étudié à la fac, c'est Jean Piaget. Donc il a étudié des enfants pour décrire leur fonctionnement cognitif, et il a décrit deux notions que je trouve intéressantes, c'est l'assimilation et l'accommodation, pour expliquer la façon dont les enfants vont s'adapter au monde pour gagner en autonomie, en compétences, et en capacité à faire des trucs de plus en plus complexes. Donc l'assimilation, pour Piaget, c'est simplement tester des nouveaux comportements, voir que ça fonctionne, et du coup ajouter ces nouvelles choses qu'on peut faire à sa carte du monde en fait, à sa compréhension de l'arbre, du champ des possibles. Donc ça augmente en fait la conscience de sa capacité à agir dans le monde, pour modifier le monde selon son désir. Parce que du coup on a l'expérience que ça fonctionne. Par exemple, quand je découvre qu'il suffit que je pointe du doigt la boîte au chocolat pour que ma grand-mère, mécaniquement, elle me donne un chocolat à manger, sans que j'ai besoin d'apprendre quoi que ce soit de plus que ce que je sais déjà, ben voilà, le comportement fonctionne. L'accommodation, en revanche, c'est quand l'enfant y rencontre le mur du réel. Une contrainte qui va l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire. En fait, il essaye, mais ça fonctionne pas. Par exemple, l'enfant il va monter pour la première fois en vélo, et il tombe et il s'écorche le genou. Et bah du coup ça va l'obliger à devoir s'adapter, à devoir faire avec, à devoir apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, pour pouvoir surmonter cet obstacle-là qui l'empêche de satisfaire son désir. Donc cette première question, qu'est-ce qui est ? Ça vise à déterminer c'est quoi la situation dans laquelle je me trouve, le contexte dans lequel je me trouve, et l'idée c'est d'avoir une compréhension du monde
la plus fidèle possible à ce qu'on appelle le réel, c'est-à-dire en gros ce qui continue d'exister, peu importe que j'y croie ou pas. Par exemple, si je fais l'autruche, et que je refuse de prendre en compte le fait que j'ai été flashé sur l'autoroute pour excès de vitesse, alors même si je suis dans le déni et que je veux pas le voir, je vais quand même recevoir un courrier avec une amende à payer. Et si je persiste dans mon déni, je vais avoir une majoration de l'amende, puis une convocation au tribunal, puis des peines encourues qui vont aller crescendo jusqu'à ce que le réel vienne littéralement frapper à ma porte. Sauf que là, ce sera des forces de l'ordre. Donc voilà, le déni, c'est quand j'ai vu, mais que je veux pas voir, le réel. Après, il y a d'autres difficultés que je peux avoir par rapport au réel. Par exemple, ça peut être lié à une forme de distorsion, à des croyances que je vais avoir, qui vont tordre ma perception de ce qui est. Parce que du coup, je vais être vachement influencé par mes interprétations du monde. Par exemple, dans ce qu'on appelle le psychotraumatisme, c'est-à-dire quand on vit des choses qui nous traumatisent, ce qui va se passer, c'est que le système nerveux, en fait, il va encoder dans le cerveau le trauma sous forme de croyances. Des croyances qui sont irrationnelles, à la fois sur soi, sur les autres et sur le monde. Et du coup, ces croyances irrationnelles, on a beau savoir intellectuellement que c'est faux, on va quand même les considérer viscéralement comme si elles étaient vraies. On va avoir l'impression que c'est vrai, alors qu'on sait que c'est faux. Par exemple, je vais être persuadé de choses sur moi qui sont négatives, du genre je ne mérite pas d'être aimé, ou je vais être convaincu que je suis pas quelqu'un de bien. Même si je sais que c'est faux, mais dans mes tripes, j'ai l'impression que c'est vrai. Parfois, je vais avoir des croyances sur les gens, du genre je peux faire confiance à personne, ou les hommes c'est tous des lâches, ou des croyances sur le monde, du genre il y a des dangers à tous les coins de rue. Et en fait, quand je vis ça comme vrai, ça va avoir un impact énorme sur ma vie. Et tout à l'heure, je disais que la pensée rationnelle, elle n'est pas corrélée au QI, à l'intelligence. Et en fait, c'est quelque chose qui est vrai aussi pour le psychotraumatisme. C'est-à-dire que quand j'ai des croyances qui sont viscéralement ancrées en moi, plus je suis intelligent, plus en fait je vais être capable de trouver dans le présent de très bonnes raisons de me persuader que j'ai raison, que c'est vrai. Plus je vais être doué pour me raconter des histoires qui sont convaincantes en fait, et convaincre les autres aussi, même si, in fine, c'est irrationnel et c'est faux. Le truc, c'est que ces croyances-là, on peut dire qu'elles sont dysfonctionnelles, dans la mesure où elles vont venir faire obstacle à la satisfaction de mon désir. Elles vont m'empêcher de faire des choses que j'aimerais faire par ailleurs, comme par exemple vivre une relation amoureuse ou travailler en équipe. La bonne nouvelle, c'est que ce type de croyance, c'est toujours lié à des événements de vie traumatiques. Et il y a des approches thérapeutiques qui sont spécialisées là-dedans et qui marchent très bien, comme le MDR ou l'IFS. Donc, même si on constate qu'on a des croyances irrationnelles et que ça nous rend malheureux, on n'est pas foutu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux ? Marshall Rosenberg, encore lui, je suis désolé, je vais en parler régulièrement dans mon podcast, vu que c'est une des personnes qui a le plus influencé mon existence. Donc, il explique que d'après son expérience, la dépression, c'est souvent quelque chose qui va être corrélé à une perte de sens et à une perte de connexion avec son désir, avec son élan vital. D'ailleurs, on peut constater que c'est un des principaux critères diagnostiques du trouble dépressif dans les classifications comme la CIM-10, ce qu'on appelle la perte de l'élan vital. Souvent, les personnes qui souffrent de dépression, elles vont dire qu'elles n'ont plus envie de rien, qu'elles n'ont plus de désir, qu'elles n'arrivent plus à prendre du plaisir. Donc la question, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux vivre, pose la question du désir. Il y a un philosophe qui s'appelle Épicure, donc c'est de là que ça vient le mot épicurien. Il a écrit un texte qui est très célèbre, qui s'appelle La lettre à Ménécée, dans laquelle il classifie différents types de désirs. Alors, je vais pas en parler là parce que c'est pas mon sujet, mais en tout cas, je veux juste vous dire qu'on peut classifier les désirs dans différentes catégories et que ça peut être utile. Moi, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de découper les désirs en deux catégories. Il y a les désirs qui tiennent compte de ce qui est, donc la question 1, et les désirs qui ne tiennent pas compte de ce qui est. Donc la première catégorie de ces désirs, c'est les désirs qui vont naturellement nous connecter à notre puissance. Ça va naturellement nous mener à l'action, à la troisième question, dont on parlera après. Le deuxième type de désir, les désirs qui ne tiennent pas compte de ce qui est, parce que ces désirs, en fait, ils résultent d'une déconnexion avec ce qui est. Et donc, en fait, dans ce monde, dans l'imaginaire, il n'y a plus de contraintes. Tout devient possible. On peut être bien installé dans son divan,
Et on peut s'imaginer voler au-dessus des nuages, épouser la femme de ses rêves alors qu'elle connaît à peine notre prénom. On peut s'imaginer renverser le capitalisme lors d'un grand soir, ou bien devenir riche en étant testeur de jeux vidéo. Et rigolez pas, hein, parce que quand j'étais au collège, la documentaliste du CDI, elle nous a demandé quel métier on avait envie de faire plus tard. Et j'ai même pas eu le temps de répondre, elle a d'emblée enchaîné en disant « Ah bah moi je constate que souvent les garçons, ils veulent être testeurs de jeux vidéo. » Bon bah du coup, moi j'ai pas pu lui dire que j'en faisais partie de ces garçons-là, et j'ai dû baragouiner autre chose, je sais plus ce que j'ai dit. Du coup, j'ai pas suivi le conseil d'Orelsan, je me suis pas accroché longtemps à mon rêve, à mon désir pour pouvoir le réaliser un jour. Parce que je me suis dit, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Heureusement pour moi, je désirais plein d'autres trucs, et j'ai tout un tas de rêves différents. D'autres idées en tête que de simplement jouer aux jeux vidéo toute ma vie. D'ailleurs, à ce sujet-là, des désirs et des rêves, il y a un exercice qui peut vous sembler un peu bateau, mais moi que je trouve assez agréable à faire de temps en temps, même si c'est juste dans sa tête, juste comme ça en 5 minutes. C'est simplement de faire une liste de tout ce que vous avez envie de faire un jour dans votre vie. Tout ce qui va générer de l'enthousiasme quand vous y pensez. Les endroits où vous avez envie d'aller, les activités que vous avez envie de tester. Par exemple, je sais pas, si vous voulez faire un saut en parachute un jour, si vous voulez manger un piment, pour tester. En gros, il s'agit juste de prendre le temps, pendant quelques minutes, de vous connecter à ce qui en vous va être associé à du désir, à de la joie, à ce qui pourrait vous apporter de l'énergie et de l'enthousiasme. Parce que parmi ces différents désirs que vous pouvez identifier, peut-être qu'il y en aura qui seront faciles d'accès, peut-être que vous pourrez mettre des actions en place qui vont vous aider à rendre ce rêve un peu plus proche de se réaliser. Et pour ça, il va s'agir d'apprendre aussi à tenir compte de ce qui est. Parce que justement, identifier ses désirs, en tenant compte de ce qui est, c'est ça qui va permettre de faire usage de sa véritable puissance. À la différence de, justement, ne pas tenir compte du réel, et après se prendre le mur du réel dans le coin du nez, et du coup se retrouver, cette fois, en situation d'impuissance. D'ailleurs, si cette relation entre puissance et impuissance, ça vous intéresse, il y a Trigor qui propose un contenu sur ce sujet-là, sur son site, donc le site c'est Institut Ipséité, et je mettrai en description un lien vers une vidéo qu'il a fait sur le sujet, et moi c'est ma vidéo préférée de toutes celles qu'il a fait, donc je vous invite à regarder. Après, parfois, écouter son désir, ça peut consister à dire non à un pan du réel. Ça consiste pas à dire non à tout le réel, mais seulement à s'opposer à des stratégies mises en place par d'autres gens, en fait. Ça va consister à s'opposer à des structures sociales, violentes, qui ont été construites par des hommes, c'est-à-dire des choses qui peuvent évoluer, après des processus de lutte sociale, par exemple. On peut imaginer qu'il y a là quelque chose qui, en partie, dépend de nous, et de notre capacité à s'organiser pour agir et avoir un poids sur, justement, les décisions et l'avenir politique. Et donc ce type de mouvement, il peut être tout à fait fonctionnel. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a eu des avancées sociales liées à des mouvements sociaux. Par exemple, il y a eu l'apparition des congés payés, le droit de vote des femmes, la mise en place de la sécurité sociale, tout ça c'est des évolutions qui font suite à des mouvements sociaux en fait. En communication non violente, on a un proverbe que je trouve assez marrant, qui dit que la girafe, elle s'accroche à son besoin comme le chien s'accroche à son os. De façon générale, l'idée c'est de pas se lâcher en fait, de rester connecté à ce qui est précieux, à ce qui est important pour nous, y compris si l'autre essaye de nous faire céder par la violence en fait. De façon générale, dire non aux stratégies des autres quand elles ne respectent pas nos besoins, et faire respecter ses limites dans les relations, ça consiste avant tout à se dire oui à soi-même, à ne pas se lâcher la main. On pourrait dire qu'il s'agit de tenir la main de son enfant intérieur. Après, j'ai constaté qu'il y a pas mal de penseurs qui sont importants dans le domaine des sciences humaines qui considèrent que le désir, c'est vraiment central dans la thérapie. Lacan, par exemple, lui, il dit que la seule chose dont on puisse être coupable, c'est de céder sur son désir. Et effectivement, en psychanalyse, on va considérer que, en fait, une psychanalyse, elle est terminée quand une personne a réussi à trouver un moyen de pouvoir vivre son désir d'une façon qui soit adaptée aux interdits de la société, aux règles sociales. C'est-à-dire de pouvoir être soi d'une façon qui soit adaptée aux règles de la vie en société, en fait.
ce qu'on appellera accepter la loi symbolique. En gros, il s'agit de pouvoir faire coexister à la fois ce qu'on veut vivre, et en même temps la liberté des autres et les limites des autres en fait. En gros, il s'agit de développer une relation saine à son désir, qui va permettre de faire l'intermédiaire entre ses désirs et les règles collectives, sans tomber dans un extrême ou dans un autre. Le premier extrême, ce serait ce qu'on peut appeler la névrose. La névrose, en fait, ça consiste à se sacrifier pour les autres, à éteindre complètement son désir, jusqu'à parfois ne même plus rien ressentir, ne plus se sentir vivant. On va se sacrifier soit pour les autres, soit pour des valeurs qu'on met au-dessus de nous, etc., mais qui va faire qu'on va s'oublier, en fait, au passage. Et ça, c'est ce qui fait que parfois on sait plus ce qu'on veut. On sait plus ce dont on a envie parce qu'on a juste arrêté de se poser la question, quoi. Et l'autre extrême du rapport au désir, c'est ce qu'on pourrait appeler la perversion. La perversion, au contraire, c'est ce qui fait que le désir prend toute la place. C'est ce qui va nous amener à plus du tout tenir compte des limites, à traiter les autres comme des objets à disposition et pas comme des sujets. Et dans notre monde moderne, en général, avoir des comportements pervers, ce sera souvent contre-productif. Ça va nous retomber dessus, en fait, parce que ça sera souvent vécu par les autres comme de la violence. Du coup, ça va générer des blessures chez les autres, et des retours de bâton. Que ce soit par l'isolement social, parce qu'en général, les gens n'ont pas trop de joie à rester en lien avec quelqu'un qu'ils considèrent comme un connard, ou alors des conséquences plus juridiques, parce que du coup, si on respecte pas les règles, le risque c'est qu'on finisse par transgresser la loi, et du coup, qu'on finisse par croiser le chemin de l'État, qui lui va appliquer des sanctions, littéralement pour nous punir, comme si on se comportait comme un enfant qui respecte pas les règles, en fait. Un enfant qui veut tricher avec les règles collectives. Alors a priori, personne n'arrive sur Terre en étant intrinsèquement névrosé ou pervers. C'est pas des comportements qu'on a par nature, c'est plutôt des structures, des fonctionnements qu'on adopte parce qu'on s'adapte à une histoire de vie, à la manière dont on a dû par le passé s'accommoder au réel. Et quel que soit où est-ce qu'on se situe, que ce soit plutôt du côté de la névrose ou plutôt du côté de la perversion, faut savoir qu'il n'y a rien qui est figé, en fait. On peut toujours évoluer, on peut toujours apprendre de nouveaux comportements. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'avoir un raisonnement binaire en disant, bah voilà, la névrose c'est bien, la perversion c'est mal, il faut être névrosé, il faut avoir des limites, etc. Parce que ça, c'est une vision beaucoup trop simpliste, en fait. La réalité, c'est qu'il y a des moments où se battre pour se défendre, rester connecté à son désir, quitte à transgresser des règles, et ben des fois, ce sera ce qu'il y a de plus adapté au contexte. Par exemple, en ce moment, il y a un mouvement de désobéissance civile qui a été amorcé par certains parents, certaines familles, qui luttent justement pour défendre le droit de pratiquer l'instruction en famille, contre l'État qui voudrait ne pas les laisser le faire en fait. Ce qui peut sembler tout à fait légitime, et de ce point de vue-là, il est nécessaire de transgresser les règles, pour pouvoir améliorer la société. Et il y a d'autres moments où, au contraire, mettre de côté son désir, et prendre sur soi, accepter une certaine dose de frustration, c'est ce qui aura le plus adapté au contexte. Par exemple, si vous vous faites contrôler par la police sur la route, quelque part, ils se considèrent comme les défenseurs de l'État, comme l'autorité, et du coup ils attendent des conducteurs qu'ils se soumettent à l'autorité. Sinon, ils risquent d'être beaucoup plus exigeants, beaucoup plus regardants sur certains problèmes de la voiture, etc. Alors que si la personne se soumet, le flic aura tendance à être beaucoup plus conciliant et beaucoup plus compréhensif. C'est aussi utile de prendre sur soi dans le couple, par exemple, parce que c'est le lieu par excellence où les désirs peuvent entrer en conflit, et où du coup, ça va nécessiter que parfois on accepte qu'un désir soit pas satisfait. D'ailleurs, un désir n'a pas en soi vocation à être satisfait. En fait, un désir, c'est pas tout puissant. C'est que la moitié de ce qui fait la puissance. Un désir, il s'agit avant tout de le reconnaître, de l'accueillir. Mais parfois, quand on manifeste un désir, ce que le réel va nous répondre, c'est non. Un peu comme ce même sur la science. Avec le scientifique qui est tout content d'avoir une nouvelle théorie, et les données lui disent non, non, ta théorie, elle est pas bonne. Voilà, c'est frustrant, mais ça fait partie de la maturité, que de pouvoir justement apprendre à accepter que le réel et les autres puissent nous dire non, même si c'est désagréable. En fait, la frustration et la déception, c'est des émotions normales. C'est normal d'avoir des attentes et d'anticiper des choses positives à venir, et du coup d'être déçu quand ça n'arrive pas. Mais dans les moments où nos attentes ne collent pas avec le réel, si dans ces cas-là on ne peut pas réguler cette frustration, alors c'est là que ça va être source de difficulté. Parce que parfois nos attentes, elles sont déraisonnables. Parfois elles sont totalement coupées du réel, justement. Parfois nos attentes, elles partent du fantasme, et pas de la réalité. Et du coup c'est pas fonctionnel. Par exemple, si je suis frustré parce que je peux pas m'acheter une Ferrari, et que je souffre à cause de ça, ça veut pas dire que j'ai droit à une Ferrari.
Ça veut pas dire que la société doit débloquer des aides sociales pour que je puisse m'acheter une Ferrari, en fait. Ça veut surtout dire que mon désir, il repose sur un fantasme. Le fantasme de comment ça serait un monde où j'ai 300 000 € sur mon compte en banque et que je peux utiliser cet argent uniquement pour m'acheter une voiture. Et donc on voit que ce désir, en fait, il est complètement déconnecté de ce qui est. C'est quelque chose qui est déconnecté de mes besoins. Et du coup, ça va surtout générer un sentiment d'impuissance. Je vais me prendre le mur du réel. Un peu au-dessus, je disais que la connexion à mon désir, elle constituait que la moitié de ma puissance. Et bah oui, parce que l'autre moitié, c'est justement cette capacité à être présent à ce qui est. Autrement dit, on pourrait dire en fait que la puissance, c'est quand j'ajoute au fantasme la présence à ce qui est. Ce qu'on peut appeler la raison en fait. La raison qui va venir justement canaliser un peu mon imaginaire et mes fantasmes. D'ailleurs, la façon que le réel comme ça parfois il a de résister à notre désir, c'est aussi quelque chose qui peut nous faire grandir en fait. Quelque chose qui peut nous motiver pour se développer. Un peu comme le batteur dans le film Whiplash, qui est un excellent film que je vous conseille. Il a beau se faire maltraiter et être très en difficulté, en fait ça fait que renforcer la détermination qu'il a à triompher et à poursuivre son rêve en fait. Donc à partir du moment où le réel exerce une contrainte sur vous, et ben libre à vous de persévérer dans cette direction, de vous accommoder, si c'est adapté au contexte, ou alors de trouver une autre stratégie dans le monde qui tient compte de ce qui est pour pouvoir vivre votre désir en action. Il y a une dernière chose dont je voulais parler qui fait que parfois c'est difficile de savoir ce qu'on veut, de se connecter à son désir, c'est quand justement c'est quelque chose qui peut nous rendre vulnérables. Parce qu'effectivement, là où il y a du désir, il y a aussi souvent de la peur. Par exemple, dans les relations amoureuses, la jalousie, c'est une émotion qu'on ressent quand on a du désir pour la personne, quand on a envie de vivre de la fidélité, de la loyauté, de l'intimité dans la relation. D'ailleurs, de façon générale, je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aime bien répéter ça parce que c'est toujours bon de l'entendre, le fait d'exprimer de la vulnérabilité dans un cadre où je peux me sentir en même temps en sécurité, et ben c'est ça qui fait que je vais pouvoir vivre de l'intimité dans la relation à l'autre. Et donc si c'est impossible pour moi d'exprimer des désirs, si c'est impossible pour moi de partager de la vulnérabilité, et ben du coup, en fait, ce sera impossible de vivre de l'intimité avec les autres. Et en général, c'est quelque chose qui vient de blessures du passé. Les moments où on s'est retrouvé vulnérable, où ça nous a amené à être blessés, et où du coup, il y a quelque chose en nous qui est en mode plus jamais ça, quoi. Des mécanismes de protection, mais qui vont être dysfonctionnels, parce que du coup, on va tellement se protéger que ça va nous empêcher de vivre notre désir. Et donc si on en est là, si on constate que on se protège, qu'on n'arrive pas à se montrer vulnérable, qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on veut, bah peut-être qu'on peut simplement partir de ça. Simplement constater que, ok, c'est là où j'en suis. C'est ce qui est. Ce qui est, c'est que je suis blessé, c'est que je me protège, et que j'arrive pas à exprimer mes désirs. Ok. À partir de ce constat, de ce qui est, maintenant, qu'est-ce que je veux? Si ça me convient pas, si c'est pas ça que je veux, être dans ma muraille, dans ma tour d'ivoire où je suis protégé, si ce que je veux c'est pouvoir réapprendre à aller dans la vulnérabilité et l'intimité, si c'est ça mon désir, alors la question qui se pose maintenant c'est qu'est-ce que je fais? Et du coup ça nous amène mécaniquement à la troisième question. Qu'est-ce que je fais? C'est la question qui nous amène à orienter son énergie en action pour la mettre au service de son désir. C'est la capacité à diriger sa puissance. Mais l'important, pour pouvoir être connecté à sa puissance, c'est de déterminer ce que je fais, mais à partir d'une clarification de ce qui est et de ce que je veux. C'est seulement à partir de la compréhension de ce qui est et de ce que je veux que je vais pouvoir mettre en place des actions au service de ce que je veux. Si je le formule autrement, on pourrait dire quelles actions est-ce que je peux mettre en place pour satisfaire mon désir dans le contexte où je suis, en tenant compte des contraintes de ce contexte. En gros, comment faire en sorte que mon action soit fonctionnelle. Et je constate que dernièrement, j'ai parlé de ces questions à plusieurs personnes,
Probablement que j'ai été maladroit, mais en fait j'ai constaté que certaines de ces personnes, en fait, elles ont tendance à répondre à cette troisième question en décrivant uniquement ce qu'elles font, sans tenir compte du lien avec les désirs et avec le réel. En fait, elles vont juste me décrire ce qu'elles font actuellement dans le quotidien, même si ça fonctionne pas du tout, en fait. Et même si c'est complètement déconnecté de leurs désirs et que ça tient pas compte du réel. Par exemple, elles vont me dire, ce que je fais, bah, je fume des cigarettes, je me prends la tête, je regarde la télé, je rumine. Ça, c'est pas les actions qui sont connectées à mon désir et au réel, qui découlent de ma compréhension de ce qui est et de mon désir. C'est juste des actions automatiques. C'est des actions que mon système nerveux y fait par automatisme parce qu'il a été conditionné comme ça. Mais là, c'est pas ça la question en fait. La question, c'est pas ce que je fais tout court. C'est ce que je fais en réponse à la prise de conscience de ce que je veux. C'est ce que je fais pour nourrir mon désir connecté au réel. Donc, orienter ma puissance, c'est pas un truc que je vais faire au hasard. C'est une déduction qui découle naturellement et mécaniquement presque de ma compréhension de ce qui est et de ce que je veux. Ça va consister à agir en étant aligné avec mon désir, mais de façon réaliste, de façon pragmatique dans le contexte. En gros, je vais faire ce que je peux, faire ce qui est juste pour moi, avec les moyens à ma disposition, avec les moyens du bord. Et donc quelque part, c'est un peu la question la plus facile des trois, parce qu'elle découle des deux premières questions. En fait, le seul véritable enjeu de cette question-là, ça consiste à être créatif, à pouvoir trouver différentes stratégies qui permettent de vivre son désir, de satisfaire ses besoins, tout en prenant en compte les besoins des autres. En CNV, on dit souvent que pour un même besoin, il y a une grande variété de stratégies possibles. Et donc que c'est toujours possible de trouver une autre solution, une autre stratégie quand on rencontre un problème dans le réel, un obstacle qui nous empêche de vivre son désir. Et d'ailleurs, quand bien même vous auriez du mal à trouver des stratégies pour vivre votre désir, et ben rien n'empêche de demander du soutien, de demander des conseils à d'autres personnes. Que ce soit de la famille, des amis, des professionnels de santé, etc. De façon générale, nous les humains, on est basés sur l'entraide et la communication, donc si vous êtes dépassé, débordé par un problème, et que vous n'avez pas de solution, parfois la meilleure solution, en fait, c'est de demander de l'aide, de demander du soutien. C'est de réfléchir à des solutions à plusieurs, notamment avec des gens qui n'auront pas le même point de vue que nous, qui auront un autre regard sur les choses, et qui n'auront pas les difficultés au même endroit que nous. En fait, ça va enrichir la réflexion. Et du coup, moi, ce que je vous propose, c'est simplement de prendre quelques exemples pour vous aider à mieux sentir à quoi ça peut servir, ce processus, pour que vous puissiez tester après par vous-même, avec vos propres exemples. Alors, premier exemple. Imaginons que je suis une femme, et que je souffre parce que je suis amoureuse d'un garçon qui est déjà engagé avec une autre femme dans un couple. Et même s'il y a de l'ambiguïté entre nous, il n'est pas aussi engagé que moi dans la relation. Alors du coup, qu'est-ce qui est ? Ce qui est, c'est que je suis en lien avec un homme, et que cet homme, il est en couple avec une autre femme. Ce qui est, c'est que je souffre. Qu'est-ce que je veux ? Ce que je veux, c'est vivre de l'engagement. C'est une relation symétrique. Je veux de l'exclusivité, parce que ça me fait souffrir, de devoir partager une personne que je désire avec une autre femme. Et donc partant de ça, partant de ce qui est et de ce que je veux, la question c'est qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire en fait ? Où est ma puissance ? Par exemple, je peux adapter mon niveau d'engagement dans la relation au niveau de l'engagement de cet homme pour pouvoir remettre de la symétrie dans la relation. Donc je peux moins m'engager en fait. Je peux désinvestir un peu la relation. Ce qui me permettra par exemple de pouvoir investir émotionnellement d'autres personnes et peut-être trouver quelqu'un avec qui mon désir d'engagement trouvera un écho cette fois. Si je reviens à la relation avec cet homme-là, je peux lui exprimer ce que je veux, je peux lui dire que je veux vivre de l'engagement avec lui et voir ce qu'il me répond. Peut-être qu'en fait il partagera mon élan et puis il va quitter sa copine pour moi. Si je lui dis pas et que je lui demande pas, en fait je peux pas savoir. Peut-être que je peux aussi juste accepter de souffrir pour continuer à vivre un lien avec cette personne, parce que cette relation telle qu'elle est, en fait peut-être qu'elle m'apporte beaucoup de choses, et qu'au fond, même si c'est douloureux, ça en vaut la peine. Pour le deuxième exemple, je vais prendre la même situation, mais avec le point de vue de l'homme en question, pour l'aborder sous un autre angle. Alors si je prends le point de vue de cet homme, qu'est-ce qui est ? Ce qui est, c'est que je suis en couple et engagé avec ma compagne. En parallèle, j'ai une relation avec une autre femme, dont les limites n'ont pas été définies clairement.
Ce qui est, c'est aussi que je suis un peu mal à l'aise dans cette situation. Qu'est-ce que je veux? Peut-être, je veux vivre de l'amour. Je veux partager de l'amour. Peut-être que ce que je veux, c'est explorer la sexualité. Ce que je veux, c'est construire des choses sur le long terme. Je veux que les gens avec qui je suis en relation, ils soient heureux d'être en relation avec moi. Ce que je veux, c'est que les gens ils soient autonomes, qu'ils soient libres de partir, mais que s'ils sont là avec moi, c'est parce qu'ils ont envie d'être là. Et partant de ça, du coup, qu'est-ce que je fais? Ce que je peux faire, par exemple, c'est clarifier les limites dans la relation avec mon ami, pour pouvoir me concentrer sur ma relation de couple et m'y engager. Si je veux, je peux aussi mentir à ma copine en lui faisant croire qu'elle est la seule femme de ma vie, et mentir également à mon ami en lui faisant croire que je suis davantage engagé avec elle que je le suis réellement, ce qui me permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre, avec le risque que j'ai du mal à me sentir en paix et détendu dans cette situation, et avec le risque qu'au final je perde à la fois mon ami et ma compagne si elles se rendent compte de mes manigances. Je peux aussi parler de cette situation avec ma compagne, je peux lui demander quelles sont ses limites, comment elle vivrait le fait que j'investisse une autre femme par ailleurs, et m'adapter à ça en fonction. Ça sera un nouveau qu'est-ce qui est, en fait, parce que j'aurai de nouvelles informations qui vont générer un nouveau contexte, qui va peut-être faire évoluer mon désir aussi. Je peux quitter ma compagne et me mettre en couple avec cet ami qui désire vivre de l'engagement avec moi, c'est possible. Ce que je peux faire aussi, c'est juste aborder la situation avec les deux. Je peux être transparent, leur expliquer que moi j'aime les deux, je veux pas choisir. Avoir la foi dans le fait que ça pourra peut-être faire émerger une solution. Et du coup, si je fais ça, a priori, j'accepte que je prends le risque de perdre les deux. Parce que peut-être que de leur côté, elles accepteront pas une telle situation, que je leur dise « Ah voilà, je suis amoureux de deux femmes en même temps », peut-être que ce sera inacceptable et que du coup je vais les perdre. Je fais ce que je veux avec ce qui dépend de moi. Tout ce que je peux faire ensuite, c'est assumer, me montrer responsable de la manière dont j'ai utilisé ma puissance. Et ne pas choisir, dans ces cas-là, ça reste un choix dont on est susceptible de devoir répondre, si en tout cas on se comporte comme un être responsable. Alors, le troisième exemple, c'est un peu humoristique, mais bon, ça reste une illustration. Donc, dans cet exemple-là, je suis un démocrate qui anime des ateliers constituants et qui milite pour que la France réécrive la Constitution. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens s'en fichent, et qu'ils sont résignés à subir la politique actuelle, malgré la violence, et ça me fait beaucoup souffrir. Donc, qu'est-ce qui est? Ce qui est, c'est que je suis très attaché à l'humanité. C'est que j'ai fait des études de droit, et ça fait longtemps que je suis impliqué dans la diffusion de mes idées. Mais je constate que ce qui est, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi. Il y a beaucoup de gens qui me prennent pas du tout au sérieux, même les gens avec qui je suis d'accord sur quasiment tous les points, comme les libéraux par exemple. Qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, moi, c'est qu'on arrive à tomber d'accord. Moi, je veux qu'on arrive à discuter suffisamment longtemps pour enfin réussir à se comprendre dans ce qui est important. Moi, ce que je veux, c'est que suffisamment de Français soient convaincus par mon projet pour qu'enfin une masse critique puisse avoir suffisamment d'influence pour que ça change réellement l'histoire. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse changer l'histoire. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, par exemple, c'est que je vais consacrer énormément de temps à discuter avec des gens, notamment des gens qui sont pas d'accord avec moi, pour pouvoir identifier pourquoi on n'est pas d'accord, et réussir à dénouer un peu ces désaccords. Ce que je peux faire, c'est offrir aux gens qui sont pas d'accord avec moi l'occasion de me faire évoluer dans mon point de vue, pour justement m'enrichir au contact des gens qui pensent pas comme moi, qui sont pas d'accord avec moi. Ce que je peux faire aussi, c'est que je vais continuer à créer des ateliers régulièrement pour diffuser ces idées qui sont importantes pour moi dans la population, et du coup, progressivement, je vais augmenter la quantité de personnes qui réfléchissent pour améliorer ces idées et les diffuser. Et ce que je peux faire aussi, c'est du coup lire des ouvrages sur le sujet pour gagner en crédibilité, quand je débat, quand je discute, convaincre davantage de gens en fait. Toute ressemblance avec une personne réelle serait purement fortuite, bien sûr. Ces trois questions, comme beaucoup de processus qui sont intéressants, c'est quelque chose qui est à la fois léger et profond. C'est à la fois facile et complexe, en fonction du niveau de profondeur avec lequel on s'en sert. Ça peut prendre 10 secondes, par exemple si je choisis un menu au restaurant,
Voilà, qu'est-ce qui est... Il n'y a que des menus gras et sans légumes. Qu'est-ce que je veux? Je veux manger sain. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais dans un autre restaurant. Ou au contraire, qu'est-ce qui est? Il n'y a que des menus gras, etc. Qu'est-ce que je veux? Je veux kiffer ma vie. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je commande un truc, même si c'est pas bon pour la santé. Voilà. Ça prend 10 secondes. Hein. Mais ça peut aussi prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre des décennies si, par exemple, la question que je me pose, c'est comment est-ce que je veux éduquer mes enfants? D'ailleurs, on peut très bien se poser la question plusieurs fois de suite. Notamment, c'est ce qui va arriver quand on commence à agir dans le monde, parce qu'à chaque fois qu'on agit, ça modifie en même temps ce qui est, ça modifie la réalité, ça nous modifie nous-mêmes, et du coup ça va faire émerger un nouveau contexte, qui va reposer la question, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. En fait, il y a comme une boîte entre la compréhension du contexte au départ, et l'action fonctionnelle à l'arrivée, et cette boîte noire entre les deux, c'est simplement l'exploration de votre cœur d'être humain. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour vous? Plus l'écart entre ce qui est, le contexte, et ce que vous voulez est grand, plus ça va être inconfortable, douloureux, et plus vous risquez de souffrir. Et cet inconfort, qui est la conséquence du décalage entre ce que vous voulez et le réel, ça va générer des émotions. Et ces émotions, ça va être des impulsions naturelles à l'action. Et donc la question, c'est est-ce que les actions que vous allez mettre en place, elles seront adaptées au contexte, ou est-ce qu'elles seront inadaptées au contexte? Pour moi, ces trois questions-là, c'est des heuristiques qui vont justement vous aider à mettre en place des actions qui sont fonctionnelles, qui vont vous aider à faire ce que vous voulez en fait. Maintenant, c'est à vous de tester et de voir si ça contribue ou pas pour vous. Pour moi, c'est devenu un truc un peu automatique en arrière-plan, qui va faciliter ma capacité à agir, notamment quand il y a du stress, quand il y a beaucoup de contraintes, en étant pleinement connecté d'une part à ce qui est, et être connecté aussi à ce que je veux. Et à partir de ça, ça va grandement faciliter ma capacité à identifier où est-ce que je mets mon énergie en fait. Est-ce que les choses valent la peine ou pas? Est-ce que les choses sont suffisamment importantes pour que je persévère ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux que je lâche prise? Et ne pas investir mon énergie là où ça va être dilapidé en fait, là où ça va être comme si je le mettais à la poubelle quoi. Et on arrive à la fin de ce troisième épisode de MetaSelf. Au moment où je parle, là j'ai pas encore fait le montage audio, mais vu que le script est 2 fois plus long que l'épisode précédent, je m'attends à ce que l'audio il soit aussi beaucoup plus long. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous préférez. Si vous préférez des formats longs ou plutôt courts. Pour l'instant, moi je teste des trucs et puis je verrai bien avec le temps ce qui me correspond le mieux. Je crois que j'ai vraiment été trop optimiste quand je disais que j'allais faire un épisode par semaine, parce qu'en travaillant à temps plein, en gros, si j'ai pas de vacances, c'est assez compliqué de trouver du temps de qualité pour avancer sur les épisodes. Donc pour le moment, je vais être un peu moins ambitieux, et je vais me fixer plutôt un épisode par mois, quitte à en faire davantage si jamais j'ai du temps. Et du coup, puisque j'ai du temps cette semaine, je vais m'arrêter là pour cette fois, et je vais commencer à écrire directement le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à commenter. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, en allant là où c'est vivant.